Un élément que vous n'avez pas souligné, qui a été enfin, vous l'avez évoqué, mais je voulais insister là-dessus. C'est vrai que la première année de testing, hein, où le samedi et le dimanche, le réseau avait été mis en gratuité, en fait, l'étude qui avait été faite, là vous nous aviez raconté ça, c'est qu'en fait, il y avait à peu près 30% de la population qui ne se déplaçait plus, qui n'avait pas de voiture et qui ne sortait plus de son quartier. Et en fait, le passage en gratuité a permis à des nouvelles populations qui étaient dans leur quartier, quoi, et en fait, qui ressortaient notamment le dimanche et qui se faisaient leur sortie, qui allaient à la mer, qui allaient voir des amis, etc. Et je crois que ça, c'est une dimension enfin, en tout cas à Grenoble, auquel on ne pense pas forcément toujours, parce que voilà, on est très centré sur la qualité de l'air, mais la dimension sociale, je crois qu'on l'a senti dans votre exposé, elle est très marquée à Dunkerque, peut-être plus qu'à Grenoble, on en parlera tout à l'heure sur la dimension pollution, qui est peut-être l'argument numéro un, hein, Laurent nous en parlera tout à l'heure. Voilà. Je propose d'enchaîner sur... donc la soirée était co-organisée aussi avec le collectif pour la gratuité des transports en public de l'agglomération grenobloise qui fait un boulot depuis plus de 4 ans maintenant sur ce sujet-là. Donc on a invité Laurent qui représente le collectif pour présenter un petit peu le collectif, sa philosophie, pourquoi, quels sont ses objectifs et puis surtout quelles sont ses actions pour faire avancer cette idée sur le terrain. Voilà. Bonsoir. Bon, c'est pas forcément évident d'intervenir après, mais je pense que ça va être très complémentaire parce que justement l'expérience dunkerquoise elle est très intéressante. Vous avez beaucoup insisté sur l'aspect changement de qualité de vie sociale aussi. Et nous, comme les villes sont pas les mêmes, à Grenoble, la question de la pollution elle est très très prégnante. Et c'est une ville plus grosse, donc avec d'autres problématiques. Donc on va voir que ça se complète. Mais ce que vous avez dit me paraît très intéressant parce que ça montre que c'est pas qu'une question de tarifs, quoi. C'est une question aussi de changement de société. Donc le collectif, vous m'entendez bien là ? Ou je parle plus près ? Ouais. Le collectif pour la gratuité des transports grenoblois, il regroupe, c'est un collectif d'organisation, donc il regroupe diverses organisations syndicales, associatives et politiques. Donc il y a, je les cite, il y a la CGT Isère, donc moi je suis militant CGT, c'est pour ça que je suis là ce soir, Solidaire Isère, FSU Isère, UNL, UNEF, PCF, PAG, le NPA, Ensemble et Attaque. Et puis au départ, il y avait les alternatifs et la Maison des femmes qui ont pris un petit peu leur distance. Mais on vient d'avoir l'arrivée des jeunes communistes dans notre collectif. Alors ça, c'est le collectif principal, mais qui a essaimé, si j'ose dire, des collectifs locaux dans l'agglomération. Il y en a 4 ou 5. Et là, c'est des collectifs plus avec des citoyens de toutes sortes, mais qui sont en lien avec le collectif principal. Donc, ce qu'on a fait depuis 4 ans, c'est qu'on a travaillé autour d'une revendication qui nous rassemble tous. C'est l'idée de construire une réponse collective dans le sens de l'intérêt général pour répondre à 3 urgences. Donc, je rappelle quand même pourquoi on est parti sur tout ça. Donc il y a, à notre sens, une urgence écologique d'abord, sachant que les transports représentent plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a la question du réchauffement climatique qui est bien évidente, puisque vous en entendez parler tous les jours. Chaque jour, il y a un rapport plus alarmant, et c'est pas bidon, quoi. C'est vraiment urgent. Si on va au-delà de 2 degrés d'ici 2050, tous les scientifiques, et notamment ceux du GIEC, ont montré que les conséquences peuvent être réellement très importantes et relativement catastrophiques, avec des événements climatiques très violents, tempêtes, tornades, inondations, etc. Une montée des océans très importante, la fonte des pôles, des glaciers, donc chez nous avec des conséquences importantes, des épisodes de canicule, donc on connaît déjà à Grenoble ça, mais ça peut s'aggraver très fortement.
Et puis on parle aussi de dizaines, voire de centaines de milliers de réfugiés climatiques potentiels en 2050 si on ne fait rien. Sans parler de l'impact massif sur les écosystèmes. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un scénario catastrophique ce soir, mais c'est une réalité et qu'il faut absolument prendre en compte, qui est prioritaire, vitale. Deuxième urgence, c'est l'urgence sanitaire, qui est un peu corrélée, puisque sanitaire au sens l'impact de la pollution. Donc l'impact de la pollution de l'air, il est très important sur la santé publique, et ça a un coût indirect massif. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti en 2015 qui a estimé, qui s'appelle Pollution de l'air, le coût de l'inaction, et qui a estimé le coût de la pollution de l'air à environ 100 milliards d'euros par an. Et là, je m'arrête un petit peu, c'est que on a parlé à plusieurs reprises là, du coût des transports, du coût de la gratuité, mais souvent on oublie toutes les externalités négatives, notamment des transports routiers. C'est-à-dire qu'on ne compte pas dans le coût des transports routiers l'impact qu'ils ont sur la santé publique, l'impact qu'ils ont sur l'espace public, le coût des routes, etc. Et le coût de la pollution, il est très très important. C'est notamment les particules fines et l'ozone qui ont un impact sur la santé le plus grand. On estime, ça c'est un chiffre officiel européen, à 48 000 morts prématurées par an en France liées à la pollution de l'air. Et un chiffre qui est assez parlant aussi, c'est que dans les grandes villes comme Grenoble, c'est 1 an et demi d'espérance de vie en moins. Donc c'est pas mal, quoi. Alors ça, c'est 48 000 morts, c'est le chiffre officiel. Il y a un rapport de chercheurs allemands qui vient juste de sortir, qui a refait des études et qui pense qu'on a sous-estimé cet impact, et ça serait plutôt plus proche de 70 000 morts en France chaque année. Donc pour vous donner une petite idée, c'est à peu près autant que les victimes du tabac. Et c'est beaucoup, beaucoup plus que le nombre de morts par les accidents de la route, par exemple. Alors, il y a un autre truc, c'est qu'en Europe, il y a 9 pays qui ont été mis en demeure d'agir par la Commission européenne sur la pollution de l'air, qui avait été avertis X fois, et qui, n'ayant toujours rien fait, se voient mis en demeure sous peine de payer des amendes très lourdes. Et dans ces pays, il y a nous, et il y a aussi l'Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne, face à ça, le gouvernement a décidé de tester la gratuité des transports dans 5 grandes villes. Et c'est vraiment des villes importantes là. Donc s'ils font, Dunkerque sera détrôné, puisque Essen, c'est une agglomération de 700 000 habitants. Donc voilà, c'est quand même intéressant qu'en Allemagne, le gouvernement prend le taureau par les cornes et tente une expérience à très grande échelle. Alors c'est pas encore en place, mais en tout cas ils l'ont annoncé. Alors, j'ai parlé des accidents, on peut quand même signaler aussi que le coût des accidents, c'est très important, et que le trafic routier, qui est de plus en plus important autour des grandes agglos, il génère des accidents. Il y a tout le temps des accidents autour de Grenoble, ce qui crée aussi des bouchons. Et ces accidents, ils sont principalement sur les trajets domicile-travail. Donc c'est assez intéressant de savoir ça. Les bouchons, ça a un coût très important également. Et parce que quand on parle du développement des transports, le patronat nous renvoie toujours que ça coûte trop cher. Sauf que les bouchons, ça a aussi un coût et un impact sur l'activité économique qui est tout à fait pas négligeable. Troisième urgence, c'est l'urgence sociale. Donc là, ça a été bien expliqué. Il y a toute une frange de la population qui est précarisée, qui est exclue, et même de plus en plus réprimée par rapport à l'utilisation des transports publics. On voit une politique répressive de plus en plus active sur les fraudeurs, qui peuvent même finir en prison s'ils sont multirécidivistes depuis 2 ans, je crois. Voilà. Et c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui a fraudé 5 fois. Au bout de 5 fois, on peut être condamné à de la prison. Et ce monsieur s'est suicidé en prison. Et il était en prison pour ça. Donc ça calme. Donc en fait, voilà, sur ces populations précarisées et ces quartiers isolés, effectivement, c'est souvent des quartiers qui ont un très faible taux de motorisation, comme on dit, et c'est pourtant, donc les bus, c'est leur seul moyen de transport. Or, l'évolution des grandes métropoles vers plus de concentration, ça conduit à une nécessité pour chacun de se déplacer quotidiennement.
pour aller travailler, pour aller dans les services publics, etc. Donc la réponse de la gratuité et du développement massif des transports en commun, donc nous on associe vraiment toujours les deux, c'est la gratuité et le développement massif des transports en commun. Ça s'inscrit donc dans l'affirmation d'une démarche d'intérêt général, de mise en œuvre d'un nouveau droit, le droit à la mobilité. Donc notre idée c'est que il y a des services publics gratuits, je suis sûr que vous les connaissez. Donc l'école est gratuite. Donc on parle du droit à l'éducation, et c'est pour ça que c'est gratuit, parce que c'est un service universel. La santé, même si ça se dégrade, mais quand même, le principe à l'origine, c'est que l'hôpital est d'accès gratuit, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler de mobilité en parlant de droit à la mobilité, c'est-à-dire permettre à chacun, dans nos villes et même au-delà, de pouvoir se déplacer, quel que soit son statut, ses moyens, etc. Et ça s'inscrit au fondement de nos grands services publics, en fait. C'est de ce qui fonde nos services publics, c'est l'accès à tous ceux qui en ont besoin et un financement mutualisé. Donc si on prend la Sécu, on disait toujours je cotise selon mes moyens, je bénéficie selon mes besoins. Donc l'idée là, c'est qu'en mutualisant le financement de ces transports, on permet ça. Donc ça réhabilite l'impôt, en fait. Alors c'est une démarche à contre-courant, hein, ça c'est sûr. Effectivement, l'État n'est pas tellement à l'initiative de tout ça, mais justement, ce combat pour la gratuité, c'est une manière de lutter contre cette tendance ultra-libérale de l'État qui trouve que toute dépense publique est contre-productive et renvoie les gens au chacun pour soi, en fait. Donc on pense que c'est aussi une manière très concrète et dans les territoires de mener cette lutte antilibérale et sur la question des besoins des citoyens quotidiens. Alors sur le financement, nous on pense que les entreprises doivent participer fortement au financement. On voit aujourd'hui que la part de la richesse produite par les salariés, les travailleurs, qui est versée aux actionnaires est de plus en plus grande. Elle est passée de 3% à 10% du PIB en 30 ans. On a le record de milliardaires qui explose chaque année, de millionnaires aussi, les riches sont de plus en plus riches, etc. Donc il y a quand même une question de volonté politique de répartir la richesse autrement et en particulier vers les besoins. Et les besoins vitaux, puisque je rappelle ce que j'ai dit au début, la question climatique, elle nous concerne tous et à courte échéance, y compris les milliardaires d'ailleurs. Donc la revendication de la gratuité, c'est aussi réaffirmer ça. Alors, il y a un truc qui va avec, c'est qu'on est dans un phénomène qu'on appelle la métropolisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'activités qui sont concentrées sur les grandes villes et d'activités économiques notamment, mais aussi pour les services publics. Donc, qui amène une concentration et donc qui amène aussi les déplacements qui vont avec. À Grenoble, c'est 350 000 voitures par jour qui entrent et sortent de l'agglomération. En fait, on a beau le savoir qu'il y a beaucoup de véhicules qui viennent chaque jour à Grenoble, le chiffre, il surprend, quoi. Parce qu'il y a 450 000 habitants à Grenoble. Donc vous voyez ce que ça représente. On sait aussi que dans les couronnes périurbaines, en moyenne, en France, il y a 25% de la population qui y habite et il y a seulement 16% de l'emploi. Donc ça implique qu'il y a beaucoup de gens qui y habitent et qui doivent se déplacer pour aller travailler ailleurs. Donc les grands bénéficiaires de cette concentration de ces regroupements, c'est quand même les entreprises, et notamment les grandes entreprises, qui bénéficient de toute la concentration des services qui sont sur les agglos. Et donc nous, on pense qu'elles doivent contribuer au financement des transports qui sont générés justement par cette concentration, et qu'elles peuvent tout à fait se le permettre, et via une augmentation du versement transport. Et puis, non seulement elles peuvent le faire, mais elles y ont intérêt. Parce que justement, ça permettrait de réduire l'usage de la voiture, donc de réduire les bouchons, de réduire les coûts qui sont associés aux bouchons, et de réduire aussi les accidents. Les accidents, je rappelle, qui sont fortement liés au trajet domicile-travail, donc accident du travail. Donc, c'est un coût pour l'employeur aussi.
Donc ça répond un peu aux questions sur les financements, les impôts, tout ça. Alors voilà, bon ça c'était un peu le cadre politique. Sur les activités, depuis 4-5 ans, on a fait beaucoup de choses. Donc déjà beaucoup de réunions entre nous pour discuter de tout ça. Ce que je viens de vous dire, c'est quand même beaucoup de discussions qui ont permis d'élaborer tout un travail d'analyse, de revendicatif. Et donc là-bas, vous avez des documents, vous avez notamment le memento, on appelait ça comme ça, mais c'est un petit pavé où on a regroupé tous nos arguments pour la gratuité. Voilà. Et donc c'est un document de travail que vous pouvez trouver sur notre site web, qui est téléchargeable gratuitement, évidemment. Voilà, ça peut servir. Alors après, on a fait des actions, on a commencé surtout au départ à faire des réunions publiques comme celle-là, des débats publics, nous-mêmes, et puis aussi en faisant intervenir pas mal de personnes extérieures, notamment les chercheurs qui sont intervenus sur l'étude de Dunkerque et d'autres. Alors ces réunions, elles ont eu toujours beaucoup de succès. Les salles ont été très souvent pleines. Et quand même, les gens sont ressortis, souvent les commentaires, c'était qu'ils étaient contents qu'on propose une idée nouvelle de revendication de progrès. En fait. Parce qu'on est toujours, nos différentes organisations, on est souvent en combat contre des régressions, mais là, c'est une idée complètement nouvelle, et ça fait du bien aussi. On a édité de très nombreux tracts, il y en a quelques-uns ici, et donc on a distribué des milliers de tracts dans toute la ville, sur les arrêts de tram, mais aussi sur des ronds-points, voilà. Et ça a contribué quand même tout ça à installer l'idée dans le paysage. Donc il y a le memento, on a fait plusieurs rassemblements, parfois en ville avec des stands d'explications. On a fait, alors dernièrement, un rassemblement un peu plus revendicatif, type manif, puisqu'on a fait un rassemblement devant la métro, qui est la direction de la métropole à Grenoble, et c'est eux qui ont la compétence sur les transports. Et donc là, on avait fait un rassemblement avec Sono et tout ce qu'il faut, le jour d'un conseil de la métro, et pour justement interpeller les élus sur cette idée, et ça a eu un impact notable, puisqu'il y a plusieurs élus qui sont venus nous voir tellement on faisait du bruit. Et il y a quand même eu des engagements des élus, et notamment de Yann Mongaburu, qui est le président du SMTC, c'est-à-dire l'autorité organisatrice des transports à Grenoble, d'organiser une étude sur l'impact de la gratuité des transports dans la métropole. Alors, on a eu quelques réunions entre-temps, mais il se trouve que cette étude, elle est lancée aujourd'hui. Alors, on n'en fait pas l'alpha et l'oméga de toute notre activité, mais c'est quand même, le simple fait qu'elle ait lieu, ça montre qu'on a déjà réussi à installer l'idée dans le paysage, et qu'aujourd'hui, quand ils parlent du transport dans des réunions publiques comme ça, la question de la gratuité devient un peu incontournable. Et ils ont un peu du mal à la virer du revers de la main en disant que c'est que des conneries. On a participé à différentes manifs, notamment aux manifs climat récemment. On a soutenu le collectif pour la défense de la ligne Grenoble-Gap, parce qu'on considère effectivement que cette question du service public ferroviaire notamment, elle est tout à fait connexe à ce qu'on fait. Parce que, je disais, il y a 350 000 véhicules qui rentrent chaque jour dans Grenoble, enfin qui rentrent et qui sortent. La question de la défense des lignes de chemin de fer en étoile autour de Grenoble, elle est essentielle. Et d'ailleurs, je dirais que ça concerne Voiron aussi. Il n'y a pas de fermeture de programmée, mais la question des trains entre Grenoble et Voiron et au-delà, elle est très importante. Pardon ? Par contre, nos voisins, il y a des menaces de fermeture. Oui, voilà, non, mais c'est généralisé. Hein. On est bien d'accord, c'est pour ça qu'on s'est affiché en défense de ce collectif et du service public. On a eu une initiative importante. C'est l'organisation à Grenoble, ou plutôt plus exactement à Fontaine, des premières assises nationales des collectifs gratuités. Donc on a essayé de contacter les collectifs pour la gratuité qui existaient en France, et on les a invités à Grenoble à 2 jours de débat. Alors je ne sais plus combien il y en a eu, mais 6, 7, voilà. Ouais. Et ça a été des débats très intéressants, puis ça a commencé à constituer un petit réseau militant qu'on pense développer encore.
On est intervenu dans pas mal d'événements. Cet été, on est intervenu dans plusieurs ateliers à l'université d'été d'Altac. Je vois les copains qui sont là-bas au fond. Ça a été des échanges très très riches sur la gratuité, mais aussi sur des sujets connexes, par exemple sur le sujet de la métropolisation. Donc voilà, il y a vraiment un lien avec l'urbanisme, comme vous le disiez. Et puis donc on était aux premières rencontres de la gratuité à l'inauguration de Dunkerque, et plus récemment aux deuxièmes assises nationales de la gratuité qui ont été organisées par Paul Ariès et son association à Lyon. Et lui, il défend l'extension des zones de gratuité, on va dire, pas seulement sur les transports, mais sur plein de services publics notamment. C'était tout à fait intéressant. Et puis, on a eu plusieurs fois des échanges avec les élus de la métropole, avec différents élus, avec le SMTC, voilà. Donc, ce qui fait que c'est un collectif qui a été très actif pendant 4 ans et qui a multiplié les actions de sensibilisation, de communication, de visibilité, et puis aussi de démarchage des élus, des différentes forces concernées, etc. Alors sur les perspectives actuellement, il y a cette étude qui est en cours, donc on est auditionné dans ce cadre-là. On attend le résultat pour le mois de juin, par là. Il faut savoir qu'en parallèle, il y a une étude qui est lancée aussi par le GART. Le GART, c'est le groupement des autorités régulatrices des transports nationales. Et il se trouve que Yann Mongaboru, qui est le président du SMTC à Grenoble, il est vice-président du GART et il a contribué à ce que le GART fasse une étude qui, elle, va faire un état des lieux, je crois, des villes déjà en gratuité pour voir ce que ça donne. Et enfin, il y a aussi une mission parlementaire sénatoriale qui vient d'être lancée sur la gratuité, qui est présidée par Guillaume Gontard, qui est le sénateur de Grenoble, de l'Isère. Voilà. Et donc on a rendez-vous avec lui bientôt, justement pour en parler, parce que là ça vaut le coup. Il y a un truc qui nous intéresse et qui vous intéresse ce soir, c'est qu'il a été annoncé il n'y a pas longtemps du tout une très prochaine fusion des autorités régulatrices des transports de Grenoble, de Voiron et du Grésivaudan. Donc là, il y a un enjeu très important. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Un des enjeux non négligeables, c'est l'enjeu du versement transport. Parce que, je rappelle, le versement transport, c'est une contribution qui est payée par les entreprises proportionnelle à leur masse salariale. Et c'est un pourcentage de la masse salariale, et donc à Grenoble, il est de 2%, qui est le maximum légal à ce jour. À Voiron, si je ne me trompe pas, il est à 0,8 et dans le Grésivaudan, il doit être à 1. Si on fait une seule autorité organisatrice des transports, ce qui est assez pertinent, puisque je vous disais qu'il y a des échanges entre Grenoble, le Voironnais et le Grésivaudan qui sont très très importants, donc ça a du sens de penser les transports à cette échelle-là. La question du financement, elle se pose en entier, et est-ce qu'on fait un versement de transport unifié de 2% sur l'ensemble ? Ça permettrait une manne financière importante, puisque dans ces deux zones-là, il y a des très grosses zones industrielles qui ne sont pas aujourd'hui dans Grenoble. Il y a Centralpe, qui est une des plus grandes zones, je crois, en France. Et de l'autre côté, il y a la zone avec ST Kroll, Soitec et toutes ces entreprises high-tech, avec plusieurs milliers de salariés. Ces entreprises-là, si elles passent de 0,8 ou 1 à 2% de versement de transport, ça fera des financements importants pour financer le développement du réseau et puis la gratuité. Donc ça, c'est un enjeu très important. Il y a un enjeu sur lequel on est en ce moment, mais c'est l'enjeu de l'A480. Donc c'est la rocade de Grenoble. Vous savez tous qu'il y a un projet qui est lancé, là, même c'est assez moche à voir, on va dire, de passer cette autoroute de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies. Donc le collectif, après en avoir débattu, s'est positionné contre cet élargissement parce que, pour nous, c'est une fuite en avant, en fait. C'est-à-dire que, oui, bien sûr qu'il y a des bouchons à Grenoble, ça, on va pas dire le contraire. Mais toutes les expériences mondiales,
je crois qu'il n'y a pas un seul contre-exemple, d'élargissement de rocades autour des grandes villes. Ça aboutit à une saturation de ces rocades très rapide, parce que ça fait appel d'air, il y a plus de gens qui viennent en voiture dessus, et hop, ça rebouchonne, etc. Avec quand même un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple extrême de Los Angeles, qui a fait une autoroute à 2 fois 13 voies. Ah oui, en Amérique, on fait tout en grand. Et pareil, elle a saturé. Par contre, il y a d'autres villes américaines ou canadiennes qui ont supprimé des rocades comme ça, et curieusement, il y a eu moins de bouchons. Donc, en fait, quand même, ce projet, il coûte 300 millions d'euros. 300 millions d'euros sur Grenoble, ça financerait 10 ans de gratuité. Alors, à trafic constant. Alors, effectivement, nous, dans l'étude d'impact qu'on a demandé, on a dit d'impact parce que notre but, c'est bien d'augmenter la fréquentation des transports, c'est de faire qu'il y ait plus de gens dans les bus, dans les trams. Parce que quand on nous dit la gratuité c'est un problème, c'est que ça va saturer les bus, j'ai envie de dire oui, et alors? Parce qu'en fait, l'argument contraire c'est on fait pas la gratuité, donc on reste avec la même fréquentation des bus et on n'a pas résolu les problèmes. Je repars de mes 3 urgences. Donc il faut bien se mettre ça en tête. Le but, c'est bien qu'il y ait moins d'usage de la voiture et qu'il y ait plus de gens dans les transports en commun et aussi en vélo et à pied. Mais évidemment, vous ne traversez pas la métropole grenobloise en vélo ou à pied, et encore moins de Voiron à Crolles, quoi. Donc, quelque part, la question du coût, elle est importante, évidemment, et comment on finance tout ça, mais j'ai presque tendance à dire qu'elle est secondaire. La question, c'est si tout ça, le climat, la pollution, le social, c'est une vraie urgence, eh ben, mettons les moyens qu'il faut pour y répondre. Et je m'arrêterai là, je pense.